Bonjour à tous, c'est Alban. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va débrief le Grand Prix de Monaco. On va parler directement ensemble de un petit peu tout ce qui a pu se passer, donc les deux arrêts obligatoires, ce qu'on a pu voir surtout qualification un peu course également, mais évidemment on va quand même plus parler de la qualification que sur les autres Grands Prix parce que la qualification est le jour le plus important, encore plus à Monaco. On sait quand même qu'avec ces nouvelles Formule 1 c'est quand même très, très important de se qualifier haut, parce qu'on a vu, plein de courses, notamment à Suzuka ou autres, qu'il est quand même assez, compliqué de dépasser. Mais là, c'est encore un cran au-dessus à, Monaco. C'est bien ça le problème, le débat revient, chaque année. Oui, la course, franchement, bah, s'il y a pas de pluie, c'est catastrophique, évidemment, voilà, on le sait. Les 2 arrêts, ils ont pas apporté grand chose au final. On a plus vu des comportements, heu qui sont, tout à fait, respectables, hein, moi j'ai aucun problème avec les équipes comme, Racing Bull, ensuite Williams, qui ont fait des choses, qui sont pour moi totalement, logiques, hein, à la fin c'est factuel et il faut marquer des points, pour, préserver, les emplois, des, gens qui travaillent dans les différentes équipes. Voilà, pour des il y en a ici pour, 50 000 balles, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Alors imaginez pour des millions de dollars. Bref, donc pour moi, totalement logique, mais bon, moi tout ce que je vois, c'est que ça a pas apporté, vraiment le résultat escompté. Les 4 premiers n'ont pas changé du tout de place. Donc au final, voilà, il y aurait pu avoir un changement de place juste avec un drapeau rouge si, voilà, il y avait eu un drapeau rouge avant, le dernier tour où Max Verstappen aurait pu être sauvé. Sinon, à part ça, honnêtement, voilà, il y avait juste eu, gestion du trafic un peu plus que d'habitude. Mercedes qui s'est totalement foiré. On a assisté sinon, à des stratégies qui sont vraiment pas très intéressantes, hein, quand on voit des pilotes qui tournent 3, 4 secondes, voire 5 secondes en dessous des temps, franchement, ça en devient presque ridicule, quoi. Tu regardes un truc, tu fais: «Bon, bah, voilà, il le bloque». Russell, il a tellement pété un câble, qu'il a commencé à couper en se disant: «Bah, écoute, je préfère prendre une pénale que rester, dans cette situation d'abruti». Parce que bon, t'imagines, 2 arrêts, donc c'est-à-dire que le mec, il te fait ça, il fait l'arrêt, hop là, il te le fait pendant, allez, il te le fait pendant 10 tours. Ensuite, il laisse passer son coéquipier et rebelote. Bah là, tu m'étonnes que les mecs, ils pètent un câble. C'est pas comme ça que tu as envie de rouler à Monaco, je le comprends totalement. Même si, bah, forcément, ça aurait pu être un autre pilote, je pense qu'il aurait pu se faire insulter. Mais là clairement, je pense que tout le monde a compris son énervement. On a aussi quand même une belle «surprise» entre guillemets parce que Norris, après tout ce qu'il a vécu, les triple headers, compliqués, franchement il revient, il tape la pole, c'était le moment, voilà, Piastri était pas non plus dans son élément, c'était le moment de revenir au championnat, pas laisser planer le doute, il revient à 3 points. C'est magnifique ce qu'il fait et moi franchement par rapport à Piastri, je pense que je soutiens plus Lando Norris, même si, entre guillemets, «j'ai aucune affinité avec les 2». Mais en fait, moi, ce que j'aime bien chez Norris, c'est qu'on voit un humain, voilà, avec des failles, qui les assume et qui tente quand même d'aller chercher le titre mondial. Et ça, je trouve que c'est une belle histoire. Alors que là, il y avait dans d'autres sports, quand les gens ils sont sans émotion et qu'ils gagnent tout, ça énerve les gens, tu vois? Ils voient un comportement robotique, ça les saoule. Alors qu'en F1, j'ai l'impression que c'est l'inverse. En F1, les gens, ils veulent voir un robot sans émotion qui gagne et c'est tout, tu vois? Voilà, pas de chirurgical. OK, d'accord, je comprends que ce soit cool un temps, mais au bout d'un moment, moi, j'apprécie fortement le fait qu'on puisse faire face, enfin, qu'on ait en face de nous un humain qui essaye pour autant de, entre guillemets, un défi inhumain, qui est d'être champion du monde de F1. Très peu y arriveront dans leur carrière et c'est le défi qui tente aujourd'hui et franchement, moi, j'apprécie vraiment cette histoire donc le fait de le voir gagner, là, reprendre en confiance un petit peu, surtout que là, il en faut à Monaco pour que ce soit, évidemment la qualification. Puis après, bon, pas pour pas se foutre dans le mur, pendant les tonnes de tours qu'il y a à faire. Et voilà, j'ai vraiment apprécié, ce qu'il a fait, ce week-end. Tout comme Leclerc également. Leclerc, je pense pas qu'il pouvait aller chercher beaucoup mieux. La voiture, elle avait peut-être pas la perf pour aller chercher la pole si jamais les McLaren ne faisaient pas n'importe quoi et il a quand même réussi à mettre sa voiture devant une des 2. Voilà, on a vu quand même un Piastri un petit peu en retrait et puis un Leclerc qui est toujours galvanisé, hein. C'est-à-dire que là en plus
il a entre guillemets vaincu le mauvais sort. Franchement, ça fait quand même plein de fois qu'il fait la pole à Monaco, mais qui gagnait jamais le Grand Prix. Il a peut-être trois poles pour une victoire. C'est quand même assez rare, hein. Quand même assez rare. Même si en soi, j'avais vu que le nombre de poleman qui avait remporté Monaco, il n'était pas. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus écrasant. Je pense que j'avais entendu 16 sur 24 ou un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr de mes stats, mais enfin, je m'attendais à bien plus. Mais en fait, au final, quand tu y repenses, il y a quand même pas mal de fois, il y a pu y avoir des petites embrouilles, voilà, s'il pleut, ou alors tu te fais undercut ou overcut, parce que ça marche plutôt bien à Monaco, l'overcut. Là-dessus, il faut pas l'oublier, clairement. Puis c'était quand même assez difficile à voir. On a vu un Alonso qui a pas eu de chance, mais sinon, moi j'ai beaucoup apprécié la course d'Isaac Hadjar, de Esteban Ocon. Je suis très heureux pour nos deux Français, notamment Ocon, parce qu'Ocon, quand même, le début de saison, il était assez dur face à Berman. T'arrives dans une nouvelle équipe, t'es face à un rookie quand même, donc bon, même si tu changes d'équipe, t'es face à un mec qui connaît pas plus la voiture que toi. Donc bon, ça la fout un peu mal, même si évidemment lui il consolide bien sa place dans le top 10 des pilotes parce qu'il avait réussi à marquer des points très très importants début de saison. Ça reflétait quand même pas la dynamique dans l'écurie, quoi. C'est un peu peut-être dans une moindre mesure un Stroll Alonso, quoi, où clairement si on regarde les stats avancées, je pense qu'Alonso il demande Stroll et pourtant il a marqué 0 points pendant que Stroll a marqué tous les points de son équipe. Je crois que ça doit être 10, un truc comme ça. Pour vous dire que voilà, faut pas non plus se fier que aux stats. Si on regarde les grands prix, on a quand même une vision un peu différente que ceux qui sont entre guillemets, tu vois, flashcore, quoi, entre guillemets. Voilà, ils vont regarder le classement et vont directement se faire un a priori dessus. On peut revenir sur quoi d'autre après à part ça? Donc là, on a parlé des McLaren, Ferrari. Bah franchement, Ferrari après, bah Hamilton, il était un petit peu dans un no man's land aussi, hein, on l'a pas trop vu. On a quand même beaucoup plus vu les Racing Bull, les Williams. On a vu que la stratégie, quand même, en fait, elle a juste avantagé ceux qui pouvaient jouer à un jeu dans le midfield. Et puis après, devant, ça n'a absolument rien changé pour les mecs de devant, parce qu'au final, quand tu es McLaren et que tu veux pas avantager quelqu'un pour le titre mondial, tu vas pas commencer à donner des consignes d'équipe maintenant. Max Verstappen, il est tout seul, toujours. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, voilà, avec cette voiture numéro 2 tu peux mettre n'importe qui dedans, j'ai l'impression que ça n'ira jamais. À part que tu mettes peut-être vraiment un pilote d'expérience, mais vraiment avec une énorme expérience. Sinon, ça le fera jamais, malheureusement. Et ça j'ai l'impression que c'est une fatalité. Donc, malheureusement, Tsunoda, il perd un peu en cote, hein, parce que est-ce que les gens vont vraiment se souvenir que c'est la Red Bull numéro 2 et vont commencer à douter, je sais pas exactement. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois au titre constructeur, très très serré entre Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et honnêtement, pour moi, vu la dynamique, je vois pas comment Red Bull va réussir à être autre que quatrième au constructeur. Parce que, enfin, troisième, c'est vraiment s'il y a un braquage. S'il y a un Hamilton qui fait n'importe quoi, si on a, je sais pas moi, si on a un Antonelli qui fait des erreurs de rookie, peut-être une malchance de Mercedes aussi, peut-être des stratégies pas folles, hein, parce que bon, franchement, la stratégie Mercedes, mais j'ai jamais vu une catastrophe pareille. À la fin du Grand Prix, Anthony, il est à 3 tours. Et c'est là où je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si jamais il y avait eu safety car? Parce qu'imaginez, il y a safety car, il reste 15 tours. Limite, t'es obligé de mettre un drapeau rouge pour que les retardataires fassent leur tour tout seuls et ensuite on fait un départ lancé ou arrêté, j'en sais rien, mais enfin, ça me paraît impossible, quoi, vraiment. J'étais complètement choc-barre. Je pense qu'il peut y avoir une faille dans la règle qu'on n'a pas vue aujourd'hui, soit parce qu'elles n'ont pas été forcément exploitées ou il n'y a pas eu les événements en piste qui ont fait que ça a vraiment été un bordel et on se serait dit tous devant la télé, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce qu'on vient de voir, quoi, tout simplement. On verra. C'était quand même bien tenté de faire quelque chose de différent aujourd'hui. On s'est moins, je pense, ennuyé que les autres courses. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on passe de catastrophique à vraiment pas foufou, quoi. C'est pas une amélioration suffisante. Et je me dis, quitte à faire de Monaco quelque chose d'assez, on va dire, je sais pas, novateur, soit tu fais un peu comme un format sprint où la qualification rapporte des points, ou alors à la limite tu fais une qualif
Ou alors tu fais 2 qualifs même, tu pourrais faire 2 qualifs et le cumul des temps, bah, celui-là qui a le temps le plus petit, remporte, le plus de points ou je ne sais quoi. Parce qu'en soi, ce qui est vraiment intéressant à Monaco, c'est quand même la qualification. Heu et un petit peu à l'instar de oui, moi je regarde quand même pas mal de vélo. Bah, par exemple en vélo, il y a l'épreuve du contre-la-montre. C'est pas une étape où ils sont tous comme ça et pourtant ça marche très bien. Donc pour moi, on pourrait avoir un format où, il y a pas forcément de course ou alors il faut changer quelque chose dans la course parce que honnêtement ça frustre, je pense tout le monde. Tout le monde en parle de plus en plus, même si c'est pas un truc, moi je suis la F1 depuis 2009 et pourtant, ce que je vous dis ça peut peut-être, en choquer, hein, parce que ça je le conçois très bien. Parce que clairement là, on est quand même en train de toucher à un monument, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Voilà, franchement, moi, je vous pose un petit peu la question et voilà, moi, c'était un petit peu mon avis. Bon, j'ai donné mon avis sur, tout ce qui s'était, passé, de plus important et on se retrouve pour un prochain Grand Prix l'équipe. Merci beaucoup.